Bien, prenez place. Bonsoir à toutes et à tous. On va démarrer cette conférence. J'ai le très grand plaisir d'accueillir la professeure Brigitte Dormont, Université Paris-Dauphine PSL, qui vient nous parler ce soir d'un sujet qui, je pense, est important. Comment maîtriser les dépenses de santé? Madame Dormont, la parole est à vous. Très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai vu qu'il y avait des conférenciers de prestige qui m'avaient précédé, donc je suis tout à fait impressionnée. Alors, suite à une question qu'on m'a posée, je ne suis pas de l'espèce médicale, j'ai une formation d'économiste. J'ai travaillé beaucoup sur des données, je suis économètre exactement sur des données microéconomiques, donc j'ai beaucoup de travaux statistiques et économétriques sur des données réelles, et depuis plusieurs dizaines d'années, je travaille sur les données de santé. Voilà, donc comment, je passe ça, c'est bon. Alors, comment maîtriser les dépenses de santé? Bon, j'ai un peu une présentation qui balaye très largement. N'hésitez pas à poser des questions à la fin si je vais trop vite sur certains points. Hop. Alors, quelques chiffres pour brosser le tableau. Les comptes de la santé répertorient les dépenses de santé qui ont eu lieu en France. Alors, les dépenses de santé, il y a plusieurs conceptions, plusieurs agrégats, comme on dit, qui recouvrent les dépenses de santé. Pour la France, c'est ce qu'on appelle la consommation de soins et de biens médicaux. CSBM, qui représente 254 milliards d'euros pour la dernière année pour laquelle on a ces comptes finalisés, qui est 2024. Donc, dans cette dépense, donc un autre agrégat important, c'est ce qu'on appelle la consommation courante de soins au sens international. C'est celle qui est utilisée pour les comparaisons internationales. Elle inclut notamment les soins liés à la dépendance qui ne sont pas inclus dans la CSBM. Et les comparaisons internationales sont faites sur cet autre agrégat qui est donc la CSBM, c'est plus petit, c'est 75% de la consommation totale. Donc là-dedans, on a une moitié de soins hospitaliers dans cette dépense, 47%, les soins de ville 31%, et les biens médicaux, dont les médicaments prescrits en ville, 13%. Alors, cette consommation ne correspond pas, cet agrégat ne correspond pas à ce qui est couvert par la sécurité sociale. Ce qui est couvert par la sécurité sociale, c'est 79% de la CSBM. C'est légèrement en recul à cause des franchises qui avaient été doublées en 2024. Alors, qu'est-ce que c'est que cette couverture par la sécurité sociale? C'est le paiement d'une partie des soins pour les citoyens qui sont aussi des assurés sociaux en vertu d'un objectif, d'un cahier des charges de la sécurité sociale qui est de donner accès à tous aux soins sans problème financier et à tous aux soins en fonction des besoins. L'autre élément de financement des soins, c'est les couvertures complémentaires qui recouvre 12,8% des dépenses de santé. Et le reste, c'est 7,8%, c'est à la charge directe des ménages. Bon, il faut avoir en tête que les ménages paient tout. Ils payent les cotisations à la sécurité sociale. Ils payent leurs primes d'assurance complémentaire et ils payent leur paiement direct. Ce que fait la sécurité sociale, c'est d'instaurer une solidarité dans l'accès aux soins. C'est-à-dire que chacun paye les mêmes cotisations en fonction de ses revenus et que vous soyez, si vous êtes très malade et que vous avez des dépenses de 1 million d'euros par an, ce qui arrive, eh bien vous serez couvert par la sécurité sociale. Donc c'est un cahier des charges d'accès solidaire aux soins qui est garanti par cette assurance maladie obligatoire, donc elle est obligatoire, donc je passe là-dessus, mais c'est un principe fondamental pour qu'il y ait de la solidarité, et voilà. Donc, première chose, solidarité, grosse couverture aux soins, 80%. L'autre élément important à avoir en tête, qui est commun à tous les pays, donc cette grosse couverture, on va le voir, elle est commune à tous les pays développés, européens notamment. Autre chose qui est commun à tous les pays, c'est le fait que les dépenses de santé augmentent très rapidement, plus rapidement que le produit intérieur brut. Donc ici, on a
les dépenses de santé en proportion du produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, c'est la mesure de la production de la nation et ça correspond aux revenus des habitants, au revenu global des Français. Donc, ce que signifie ce graphique, donc il démarre en 1950, ici, et à gauche, et on va jusqu'à 2024. Donc, ce que montre ce graphique, c'est que les dépenses de santé en proportion de notre revenu ont cru considérablement, de 2,5% en gros en 1950 jusqu'à presque 9% en fin de période. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on dépense une proportion de plus importante de notre revenu pour les soins médicaux. Ça, c'est remboursé ou pas remboursé. C'est tous les soins médicaux de la CSBM. Alors, ça crée des tensions. Pourquoi ? Parce qu'on est, alors c'est ce que je vais détailler un peu plus. Pourquoi ? Parce qu'on est dans des sociétés où les électeurs votent pour des acteurs politiques s'engageant à ne pas augmenter les impôts. Or, si on couvre de manière constante quelque chose qui est une proportion croissante du revenu, ça n'est pas possible. Si on couvre de manière constante quelque chose qui augmente la proportion du revenu, il faut augmenter les prélèvements obligatoires. Donc, il y a des tensions que connaissent la plupart des pays développés de ce type. Donc ça, c'est les différents points que je vais aborder. D'abord, les tensions sur le financement de la couverture publique des soins. Ensuite, les problèmes franco-français dans la conduite de l'ONDAM. Donc l'ONDAM, c'est l'enveloppe couverte par l'assurance maladie qui est votée au Parlement. 3, je vais montrer qu'il y a une absence totale de pilotage à la dépense de soins de ville. 4, qu'en revanche, l'hôpital est complètement verrouillé et que ça pose un problème de dénaturation des mécanismes et notamment de pertinence des soins. Et après, je vais m'arrêter sur comment promouvoir la pertinence des soins. Alors, les principaux messages sur lesquels on va atterrir, c'est il faut... Alors après, je me suis dit dans le métro, il faut que j'enlève mieux. Donc, il faut piloter la dépense de soins de ville. Deuxièmement, il faut changer la façon dont la T2A est appliquée. Et enfin, il faut vraiment s'atteler à un chantier qui est compliqué, où il faut trouver des dispositifs pertinents pour maîtriser la pertinence des prescriptions. À mon avis, c'est la seule issue à court terme. Alors, premièrement, les tensions sur le financement de la couverture publique. Alors, le mot couverture publique, c'est un vocabulaire OCDE où ça désigne la couverture par des mécanismes de solidarité qui prennent des formes très variées selon les pays. En Allemagne, il y a une concurrence régulée entre caisses privées d'assurance, mais c'est les mêmes objectifs et les mêmes résultats qu'en France avec la sécurité sociale. Donc, on peut avoir plusieurs assureurs très régulés. On peut avoir un seul assureur unique comme en France avec des complémentaires, ou on peut avoir un truc complètement étatique comme en Grande-Bretagne ou en Norvège. Tout ça, c'est des mécanismes de solidarité et l'OCDE fait des calculs assez fins qui permettent de comparer entre pays. Et leur terminologie, c'est couverture publique. Couverture publique, ça veut dire couverture solidaire. Donc, ce qu'on voit pour la France, c'est, donc là, je résume aux deux bouts de la période, ce qu'on avait pour la consommation de soins. En 1950, la consommation de soins ne représentait que 2,5% du produit intérieur brut. Et en 2024, 8,7% du produit intérieur brut. Alors, pourquoi ça augmente comme ça ? Je pense que vous êtes les premiers à savoir pourquoi. Il y a un développement fantastique de soins nouveaux la prothèse de hanche, l'opération de la cataracte était très complexe quand ça a commencé à être fait. Maintenant, ça se fait en routine et donc toutes les personnes âgées qui ont des problèmes de cataracte sont opérées. Donc, des études ont été faites par des économistes pour regarder si c'était le prix des innovations ou autre chose qui crée cette dépense croissante. Le gros mécanisme, c'est l'acquisition en routine de techniques innovantes qui font qu'elles sont rendues accessibles à tous par l'assurance. Pour la prothèse de hanche, c'est ça qui était très marquant. Très peu de gens y avaient accès. Maintenant, ça se fait assez facilement. Donc, tous les gens qui ont des problèmes en ont. Et ça, c'est très coûteux. Pareil pour les stents en cardiaque, etc. En contrepartie, on a pu observer, il y a des études là-dessus, qu'il y a d'énormes progrès en espérance de vie, en qualité de vie. Donc, ces dépenses de santé, ça ne sont pas des dépenses, c'est l'achat de bien-être à travers des dépenses médicales.
Donc, elle augmente formidablement en 74 ans, entre 1950 et 2024. Alors, la couverture par la sécurité sociale dans cette même période, en fait, elle a augmenté, elle n'a pratiquement jamais diminué. Donc, c'était 51% en 1950. Après, ça a augmenté très vite à plus de 70% à partir de 1965. Et on est toujours à 75-80%. Donc, le gouvernement actuel a fait l'exploit de reculer d'un demi-point en 2024 en doublant les franchises. Mais sinon, il y a des mécanismes profonds qui ont tendance à augmenter la couverture par la sécurité sociale. Donc, on est dans un contexte d'une dépense qui croît à proportion du PIB et qui est couverte de mieux en mieux ou au moins de manière constante. Donc ça fait que c'est de plus en plus coûteux. Donc, les derniers calculs que j'ai mis là, c'est combien ça nous coûte de cotiser à la sécurité sociale pour avoir cette couverture. Eh bien, ça ne coûtait que 1,27% du PIB en 1950 et maintenant, c'est 6,91% du PIB. Donc, le contexte, c'est ça. Je récapitule. Avec un taux de couverture constant, la dépense publique de santé augmente forcément en pourcentage du produit intérieur brut. Dit autrement, il faut un taux de cotisation continuellement croissant pour maintenir le taux de couverture. Et ça, c'est des tensions qui concernent tous les pays, puisqu'il y a un vent anti-fiscalité qui au moins conduit à bloquer, à pas diminuer forcément les impôts, mais à bloquer la progression des taux de prélèvement obligatoires. Donc, quel est l'arbitrage qu'on doit réaliser? À long terme, il faut choisir entre augmentation des prélèvements obligatoires pour accompagner cette croissance, donc CSG, etc., ou dire on va baisser le taux de couverture. C'est ce qui est fait par quelques petits gratouillis, où on baisse le taux de couverture de 70 à 60% pour le dentaire. Souvent, on parle de rebaisser de 70 à 60% pour les consultations. Donc, on voit qu'il y a des tentations de ce côté-là. Donc, très clairement, ça a été c'est établi et c'est évident. Ça crée des inégalités d'accès aux soins du panier. Et donc, ça fait partie des chiffons rouges. En France, c'est très peu soutenu par la population. Tous les sondages montrent que les gens sont très hostiles à la création d'inégalités d'accès aux soins du panier. Donc, une autre possibilité qui ressemble un peu à modifier le panier, c'est redéfinir le panier de soins remboursés, supprimer des choses du panier de soins remboursés, privatiser la couverture des lunettes, par exemple, ou des choses comme ça. Donc ça, on pourra en discuter, hein, c'est complexe. Alors, l'issue, c'est de gagner en efficience. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'efficience? Donc, en économie, on parle plutôt d'efficacité productive. En médecine, souvent, les gens parlent d'efficience. Donc, l'idée, c'est de minimiser les coûts pour produire un soin donné. Mais ce qui nous intéresse surtout, et j'y reviendrai à la fin, c'est ce qu'on veut, c'est pas produire des soins, on veut produire de la santé. Hein. Donc, il faut que la pertinence des soins, ça a à voir avec le fait de produire de la santé. C'est mieux de vacciner quelqu'un contre le Covid et de l'empêcher d'attraper le Covid que de soigner par intubage et tout ça, quelque chose de très lourd, un Covid déclaré. Donc, ce qu'on veut, c'est de la santé. Alors, l'efficience, donc je reviens sur le long terme. Donc, l'efficience, ça peut desserrer la contrainte à court terme, mais ça changera jamais cette tendance. Hein, donc, imaginons qu'on devienne pleinement efficient. Il y aura bien un moment où on dira, soit on continue à dépenser plus, soit on considère que les nouveaux progrès, on va pas les faire accéder à tout le monde. Donc il y a un vrai sujet de long terme, qui est un sujet de société dont je ne parle pas. Donc là aujourd'hui, je parle pas de l'assurance maladie, je ne parle pas non plus de la définition du panier de soins, parce que donc c'est plutôt des choses de choix social que je n'apporte pas aujourd'hui. Alors, pour continuer un petit peu sur le même sujet, c'est est-ce qu'on est dans un cas particulier en France? Est-ce que la couverture est particulièrement généreuse en France? Donc, ça serait pour ça qu'on dépense plus. Ou est-ce qu'on dépense trop pour un résultat donné? Est-ce qu'on dépense plus que les autres? Donc, première chose, est-ce qu'on couvre trop ou est-ce qu'on dépense trop? Donc, la couverture par la sécurité sociale est-elle particulièrement généreuse? Pas vraiment le cas. Donc, c'est la slide suivante. Je montre, à partir des travaux de l'OCDE, on voit bien que le taux de couverture des dépenses publiques par des mécanismes de solidarité, donc c'est ce qui est là,
En France, c'est 79% pour l'agrégat OCDE, qui est différent. En Allemagne, c'est le même pourcentage, 79%, Royaume-Uni 84%, Danemark 85%, Suède et Norvège 86%. Donc on est un peu dans le haut, mais pas plus que l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, et on est un peu comme les pays nordiques. Alors les pays moins solidaires, c'est Espagne, Pays-Bas, Portugal, ça c'est un peu différent. Donc première chose, la France n'est pas franchement plus généreuse dans sa couverture solidaire que les autres pays. Après, est-ce qu'on dépense trop ? Donc, est-ce qu'il y a des problèmes d'efficience productive ? Alors, une petite remarque là. Donc là, il y a des choses évidentes, mais à la fin, je veux juste dire, un des enjeux, c'est aussi de réduire les déficits. Les déficits, faire de la dette pour la santé, ça n'a absolument aucun sens. Ça revient à payer plus tard et plus cher des choses qu'on a consommées aujourd'hui. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Alors, on a vu que c'était pas plus généreux. Donc maintenant, est-ce qu'on dépense plus en France ? Alors en fait, c'est très difficile de faire des comparaisons internationales rigoureuses sur ces choses-là. Et il y a des gens de France Stratégie, qui est devenu au commissariat à la stratégie et au plan depuis, qui avaient fait un travail extrêmement intéressant avec une nomenclature qui permettait de bien comparer les administrations publiques. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont comparé la dépense publique pour tous les services publics entre la France et d'autres pays, qui avaient des comptabilités assez fines pour faire cette comparaison. Donc, ce que ça montre, c'est des résultats qui étaient très frappants pour 2016 et qu'ils ont actualisés. Ils m'ont donné accès à leur actualisation. Il n'y a pas de publication pour cette actualisation. 2021. Donc, ils le font pour la santé, l'enseignement, tous les services publics. Donc, pour la santé, on voit, alors ça compare la France à d'autres pays, mais un nombre restreint de pays européens qui doivent avoir une comptabilité fine. Donc la liste est en bas. Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Italie, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède. Donc en comparant à ces autres pays, la France dépense plus pour la santé que les autres pays en dépenses publiques. Donc c'est la dépense solidaire. 9%. À comparer à tous ces pays qui dépensent que 8%. Et les pays nordiques dépensent encore moins, 7,8%. Et là où nous, on dépense plus, c'est pas l'hôpital public. Pour l'hôpital public, la France dépense moins que les autres. Elle dépense 4,3% du PIB potentiel. À comparer au total Europe, c'est moins que les pays européens, 4,8%. C'est moins que les pays nordiques, 4,6%. Mais là où la France dépense plus, ce qui explique son 9%, c'est la dépense de ville. Ce qu'il appelle santé marchande et médicaments. Là, la France dépense beaucoup plus que les autres pays auxquels elle est comparée ici. Elle dépense 4,7% de son PIB potentiel, à comparer au total des pays 3,2% et aux pays nordiques 3,3%. Donc, pour conclure, on couvre pareil que les autres, mais on dépense plus. Et on dépense plus, non pas sur l'hôpital public, mais sur la santé marchande, qui est la santé en ville, les cliniques privées et le médicament. Alors, tournons-nous vers le vote de l'ONDAM. L'ONDAM, c'est Objectif national des dépenses d'assurance maladie. Donc, c'est la partie des dépenses de soins qui est couverte par la sécurité sociale. Donc, c'est voté au Parlement dans le cadre de la loi de finances de la sécurité sociale. Au départ, c'était un objectif et non un plafond, mais c'est devenu un plafond rapidement. C'est un champ différent de la CSBM, puisque ce n'est que la partie couverte. Par exemple, il n'y a pas ce qui est couvert par les complémentaires santé. Il y a les arrêts maladie qui ne font pas partie de la CSBM, donc c'est pas tout à fait le même champ. Alors, le principe a été instauré par Juppé en 1996. C'est de dire il y a une définition par le Parlement du niveau des dépenses de santé qui sera couvert par la solidarité. Donc, il y a tout un débat politique sur est-ce que la sécurité sociale devrait être aux mains des syndicats de salariés, puisqu'il s'agit de cotisations sociales, et c'était la fondation de la Sécu, c'était basé là-dessus, ou est-ce que ce changement est une étatisation qui signe la fin de la sécurité sociale? Donc il y a des tonnes de débats là-dessus que je n'aborde pas. Clairement, il y a l'idée quand même qu'on va faire des prélèvements obligatoires pour financer cette couverture et qu'il y a une légitimité au Parlement, du Parlement à faire ce débat.
Alors, qu'est-ce que c'est que le panier couvert, hein, là, je précise que c'est que le panier de soins. L'objectif, c'est de donner accès à tous à ce panier de soins en fonction de ses besoins. Donc, c'est assez strict. Ça n'est pas qu'une liste de biens et de services médicaux. C'est des biens et des services médicaux pour une indication précise. Hein, c'est le médecin qui va dire « je vous prescris tel truc » et tout le monde n'a pas le droit à ce médicament, ça dépend de l'indication. Et l'autre élément très important, c'est pour un prix donné. Le panier de soins, c'est un prix de la consultation, c'est un prix du médicament. Alors, deuxième point, donc, de problème de maîtriser les dépenses, la conduite de l'ONDAM. Alors, la façon dont ça se passe, c'est que tous les ans, avant l'été, il y a le rapport des comptes de la sécurité sociale. Le ministère de la Santé fait tourner ses ordinateurs pour prédire les dépenses pour l'année suivante. Et donc, c'est des prévisions avec des technologies standards hein, qui sont, on prévoit d'augmenter comment les dépenses vont augmenter à pratique constante. C'est-à-dire qu'on sait combien il y aura de diabétiques en plus en fonction du vieillissement de la population. On sait le coût moyen d'un diabétique et on fait des projections comme ça avec ce qu'on sait aussi des augmentations de salaire, des choses comme ça. Donc, c'est des prévisions. Par exemple, on trouve 4% d'augmentation de l'ONDAM par rapport à l'année précédente. L'ONDAM qui est proposé est quasiment toujours en retrait par rapport à ces prévisions. C'est-à-dire qu'on prévoit 4%, on dit bah non, finalement, on va donner un ONDAM qui correspond à une augmentation de 3%. Hein, donc il y a toujours, si vous lisez les rapports de la sécurité sociale, l'ONDAM est toujours en retrait par rapport aux prévisions de croissance. Et il y a des petits paragraphes intéressants qui disent il va y avoir des gains d'efficience. Donc certains sont documentés, mais d'autres pas du tout. Hein, donc alors, en pratique, qu'est-ce qui se passe? Alors, attendez, je vais sauter ça pour revenir après. Donc, par exemple, PLFSS 2020, il y avait 1 milliard d'économies demandées aux hôpitaux. On prévoyait 3,3% de croissance des dépenses hospitalières et on a dit, ah ben non, vous aurez que 2,1% et ça faisait 1 milliard d'économies. 2024, pareil, 0,5 milliard d'euros d'efforts demandés. 2025, il y avait encore 4,3 milliards d'euros d'économies peu documentées. 2026, on a vu tous les allers-retours, donc je suis pas retournée voir le détail, mais c'était encore plus compliqué puisque les hôpitaux ont eu un peu gain de cause. Alors, en pratique, donc l'ONDAM est fixé en retrait. Après, qu'est-ce qu'on fait pour que l'ONDAM soit respecté, pour qu'on ne dépasse pas la valeur définie? Donc, l'ONDAM, c'est considéré comme un instrument de maîtrise de la dépense de santé, publique de santé. Il est partagé en sous-enveloppes. Les deux principales, c'est les soins de ville et l'hôpital. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est très facile à appliquer sur l'hôpital. Je montrerai après. À cause de la façon dont la T2A est appliquée, la tutelle maîtrise parfaitement la dépense hospitalière. Elle est sûre, à l'euro près, que les hôpitaux ne dépasseront pas telle dépense. Elle ne maîtrise pas les déficits des hôpitaux, mais elle maîtrise les dépenses. Et en revanche, il n'y a aucun mécanisme de maîtrise de la dépense de ville. Et en pratique, on voit des vases communicants budgétaires. Donc là, il y a un graphique qui est un bijou administratif, donc que vous pouvez trouver tous les ans dans le rapport sur les comptes de la sécurité sociale. Donc ça, c'est les différentes années depuis 2004, mise en œuvre de la T2A. En abscisse, donc l'axe horizontal, vous avez la valeur de l'ONDAM. En ordonnée, vous avez la croissance de l'ONDAM. Donc la première boule, 2004, c'est un ONDAM entre 125 et 135 milliards d'euros et une croissance de 5% par rapport à l'année précédente. Quand c'est rouge, l'ONDAM a été dépassé par les dépenses et quand c'est vert, c'est bien, l'ONDAM n'a pas été dépassé. D'accord ? Et la taille de la boule donne l'importance du déficit ou l'importance de l'excédent. Donc ici, les années se succèdent, 2004, 2005, 2006, 2007, et on va jusqu'à 2019. Bon, si j'avais plus de temps, je vous aurais montré 2019 avec le Covid, donc c'est très amusant parce que ça écrase tout.
Mais là, c'est juste pour la démonstration, je m'arrête à 2019. Donc, ce qui est très important, donc on voit quoi? On voit qu'on dépense de plus en plus pour l'Ondam, c'est-à-dire qu'au fil des années, on se déplace vers la droite. Donc, on dépense de plus en plus. Mais la croissance se ralentit sacrément, puisque la pente des boules est décroissante. Ensuite, on voit qu'on est en déficit au début et en excédent après. Qu'y a-t-il sous cette... Donc, fantastique, on maîtrise l'Ondam. Alors, ce qu'on a dessous est amusant, c'est quand on voit le partage pour les hôpitaux d'une part et pour la ville d'autre part, on voit que quand la ville est en déficit, c'est ce qui est dessous, les hôpitaux sont en excédent et réciproquement, et on voit qu'en fin de période où on ne dépasse pas l'Ondam, eh bien, en fin de période, l'Ondam n'a pas été dépassé parce que tous les hôpitaux, enfin, les établissements de santé n'ont pas dépassé l'Ondam. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, vous savez qu'il y a un comité d'alerte qui a été mis en place. On sait que en cours d'année, s'il y a un risque de dépasser l'Ondam, un comité d'alerte décide de mettre en réserve une partie du budget. Quel budget peut-il mettre en réserve? Uniquement le budget des hôpitaux, puisque en ville, c'est la CNAM qui rembourse les consultations, donc il peut rien mettre en réserve en ce qui concerne la ville. Donc c'est le budget des hôpitaux qui est mis en réserve en cours d'année, et ex post, c'est utilisé pour absorber les dépenses non maîtrisées en ville. Hein, donc ça résonne particulièrement avec ce qu'on a vu en comparaison internationale, que la France dépense plus pour la ville et moins pour l'hôpital. Donc, voilà, donc ça j'ai expliqué. Alors récemment encore, donc ça on le voit, il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui a été très mal interprété, qui est paru en mai dernier 2025, qui critiquait en fait vertement le gouvernement sur la façon dont il conduit la dépense de santé. Et un des passages, donc il y a beaucoup de choses sur le fait que les exonérations de cotisations sociales ne sont pas compensées, mais il y a aussi des choses sur l'hôpital. Donc ils disent clairement, par exemple en 2024, les dépenses de ville ont dépassé leur enveloppe de 1,3 milliard d'euros et une partie a été pompée sur les mises en réserve des hôpitaux. 304 millions d'euros ont été pris pour abonder cette dépense non maîtrisée en ville. Alors pourquoi on a ça? Eh bien, on va le voir maintenant, parce que on maîtrise rien en ville et on maîtrise parfaitement à l'hôpital. Alors l'absence de pilotage à la dépense en ville. Donc en ville, bon, vous savez tous ça, hein, je pense pas. Donc le paiement à l'acte est omniprésent. En 2023, c'est 75% de la dépense de soins en médecine générale, c'est 94% de la dépense de soins de spécialistes. Donc on sait que le paiement à l'acte génère ce qu'on appelle, nous les économistes, des comportements de demande induite. Si le revenu des médecins est fonction du nombre d'actes délivrés, il a intérêt à prescrire et à mettre en œuvre plus d'actes. Donc ça semble monstrueux sur le plan éthique, sur le plan du serment d'Hippocrate, mais il y a 100 000 exemples très convaincants, il y a beaucoup d'études là-dessus, dans tous les pays, on voit bien qu'il y a des comportements de demande induite qui ne sont pas mis en œuvre par tous les médecins. Il y a aussi tous les cas où il y a une incertitude sur le bon soin à pratiquer, donc s'il y a une petite incitation de plus qui est financière, on va aller du côté du plus que du moins. Donc, enfin, moi, j'ai aucun doute qu'il y a beaucoup d'évidences empiriques qui appuient le fait qu'il y a de la demande induite. Par ailleurs, le paiement à l'acte, ça nuit à l'efficience parce que ça nuit à l'approche préventive, ça nuit à la délégation de tâches, ça nuit à la médecine de groupe. Et moi, je trouve désolant qu'on voit toutes les conventions médicales démarrer par un affrontement sur le prix du C. Hein, c'est-à-dire que toutes les conventions démarrent par, on parle de la valeur de l'acte uniquement. Hein, donc il y a un vrai sujet, je trouve, politique en France sur comment on organise la médecine de ville et comment on fait avec les conventions pour sortir du point où nous en sommes. Alors l'autre élément où il n'y a pas de pilotage, c'est qu'il y a un paiement direct. Il n'y a pas de tiers payant pour l'essentiel des soins en ville. Donc ça fait que l'assurance maladie n'a pratiquement aucun moyen de pression sur les médecins. Hein, pourquoi? Parce que les médecins sont payés directement par le patient. Donc il n'y a pas, par exemple, chaque fois que les médecins veulent, enfin ils font pas tous ça, hein, chaque fois qu'ils veulent une augmentation du prix du C, passer de 25 à 30, ils appliquent l'augmentation directement, sans attendre la convention. Et ça marche.
et le patient n'est remboursé que de 25 €. Donc, le paiement direct permet ça. Hein, le paiement direct permet cette absence de maîtrise de l'assurance maladie sur les tarifs. Bon, on sait que les dépassements d'honoraires sont hors contrôle aussi. Donc, les dépenses sont incontrôlées. Il y a aussi de l'inefficience liée à l'inégale répartition géographique des médecins en ville. Hein, depuis des décennies, c'est un problème lancinant, ce qui crée des problèmes d'accès aux soins, mais aussi de la demande induite dans les zones bien dotées. Donc là, il y a des études économétriques qui documentent ça très précisément. Hein. Au moment où il y avait des médecins très nombreux dans certains départements, il y avait de la demande induite dans ces départements-là. C'est-à-dire que les médecins qui s'installaient avaient moins de patients, perdaient en nombre de patients et compensaient en faisant plus d'actes. Bon, Alors, continuons sur les soins de ville. Donc ça, c'est très curieux, mais ça correspond à ce que j'ai dit tout à l'heure. L'allocation des ressources. Alors ça, c'est un terme d'économiste qui est comment on répartit les budgets. Donc l'allocation des ressources pour les soins de ville ne suit pas les besoins. Elle suit la consommation. Pourquoi ? Parce que les gens sont remboursés pour leurs consultations. Donc l'allocation des ressources ne suit que la consommation de soins. Et en PACA, il y a beaucoup plus de médecins, beaucoup plus de consommation de soins. Il y a plus de ressources allouées que dans le Nord, où il y a beaucoup plus de problèmes de santé publique. Et ça, c'est uniquement parce que l'allocation des ressources, c'est des remboursements. Alors, en principe, les ARS doivent organiser les parcours de soins, mais on sait qu'elles n'ont pas la main sur le financement de l'ambulatoire, et pour cause, puisque c'est la CNAM qui a la main sur le financement de l'ambulatoire. Alors, elles ont quelques fonds d'intervention régionaux qui font partie de l'ONDAM, hein, c'est une des lignes de l'ONDAM, mais qui est minime, qui fait moins de 2% depuis des années. Hein. Donc, c'est pas avec 2% des budgets qu'on va changer les forfaits des médecins, qu'on va encourager d'autres pratiques. Donc là, j'ai fini avec rien ne va en ville, enfin, on maîtrise rien en ville. Alors, pourquoi on arrive à couper les crédits à l'hôpital pour éponger les déficits en ville ? Donc là, la T2A, bon, vu le temps imparti, je ne peux pas rentrer dans la technique de la T2A qui est très complexe. Hein, donc, je vais juste énoncer les choses sans les démontrer. Donc, en principe, la T2A, ça devait créer des incitations pour réduire les coûts des séjours. Mais déjà, on peut dire que les coûts ça ne vise à réduire que les coûts des séjours, pas la pertinence des actes. Alors qu'on peut réduire les coûts avec des actes plus pertinents. Mais l'objectif de la T2A, ça n'est que de réduire les coûts des séjours, par séjour. Alors, la façon dont elle a été mise en place fait qu'on ne pense pas que les incitations à baisser les coûts soient effectives. Ce qu'on a fait surtout, c'est chercher à maîtriser l'ONDAM hospitalier. Donc, moi, je laisse, vous pourrez regarder. Donc, en pratique, hein, en principe, les tarifs devraient être définis en fonction des coûts moyens par GHM. Mais en fait, ils sont manipulés par derrière. On part, la tutelle, la TIH part de ça, hein, part des coûts moyens par GHM. Mais après, ils modifient les tarifs pour faire d'autres incitations, pour encourager à la pratique de certains actes. Par exemple, moins de césariennes, plus de séjours ambulatoires. Et après, donc on modifie les tarifs relatifs pour faire des incitations. Et après, on fait tout baisser pour que ça rentre dans l'ONDAM hospitalier. Pourquoi on fait tout baisser ? Enfin, c'est ce qui s'est passé dans les premières années, parce que l'activité des hôpitaux a été incitée à se développer et la valeur des tarifs est prévue pour l'ONDAM prévue. Et si les tarifs, si les volumes ont augmenté beaucoup plus que prévu, à ce moment-là, on baisse, les volumes ont cru de 10% de plus que prévu pour calculer l'ONDAM, on baisse de 10% les tarifs pour rester dans l'enveloppe. Donc c'est ce qu'on appelle une régulation prix-volume pour ne pas dépasser l'ONDAM. Donc ça, enfin, on a montré que c'est une sorte de concurrence de tous les hôpitaux entre eux, et que ça a été une énorme incitation à augmenter l'activité et à modifier l'activité pour avoir les tarifs les plus intéressants. Donc ça permettait de faire des marges sur certains actes, ce qui est particulièrement choquant, et ça a en tout cas créé une incitation à augmenter l'activité.
Donc c'est tout à fait contraire à la pertinence des actes. Donc ça a créé pas d'incitation à baisser les coûts et une désincitation à la pertinence des actes. Donc la priorité était donnée au respect de l'Ondam. Donc quand on fait baisser la valeur des tarifs pour rester dans l'Ondam, ça permet de faire ce qu'on a vu avec le graphique avec les boules, c'est-à-dire de contraindre l'hôpital pour qu'il ne dépasse pas l'Ondam, et même encore moins, puisque il éponge les surdépenses de la ville. Donc c'est une politique qui est absurde sur le plan de l'efficience. Tels qu'ils sont actuellement fixés, les tarifs peuvent même être inférieurs aux coûts. Et alors ça, c'est un point qui est un peu hors sujet, mais qui me semble très important. Il y a 0 contrepoids pour éviter une baisse de qualité des soins, alors que c'est possible de réduire les coûts en baissant une certaine forme de qualité des soins. Pour avoir travaillé un petit peu là-dessus, c'est, à mon avis, c'est une interprétation qu'on peut donner à la pénurie de médicaments intra-GHM. Des médicaments, il y a des centrales d'achat entre hôpitaux pour acheter des médicaments qui sont des génériques, mais avec des anticancéreux importants et tout ça. Et les cahiers des charges, donc on a étudié ça avec des étudiants, on a vu la formation des gens qui travaillaient dans les grandes compagnies pour répondre aux appels d'offres, et leur formation disait les acheteurs ne font pas du tout attention à la sécurité des approvisionnements. Ça compte pas. La seule chose qui compte, c'est le prix. Donc ce que ça veut dire, c'est les hôpitaux acheteurs, les hôpitaux publics acheteurs, pour leurs médicaments intra-GHM, le message qu'ils diffusent aux vendeurs, c'est on s'en fout de la pénurie de médicaments, donnez-nous le prix le plus bas possible. Et ça, pour moi, c'est un effet de la T2A. C'est-à-dire que comme il n'y a aucun contrepoids sur la qualité des soins, finalement, la pénurie est vécue comme un accident. Non, on ne pouvait pas. Alors qu'en fait, il n'y a pas de cahier des charges, sécurité des approvisionnements, où c'est écrit formellement, mais ça ne compte pas. Voilà. Alors, la T2A n'a pas de sens en enveloppe fermée. Donc, la bonne application de la T2A que nous préconisons, c'est de ne pas bidouiller les tarifs. Il faut fixer les tarifs au coût moyen observé. Et donc, à ce moment-là, les hôpitaux peuvent avoir intérêt à faire plus d'actes. Voilà. Donc, c'est là que la pertinence des soins, c'est un sujet dans le secteur privé, mais aussi dans le secteur public. C'est un sujet. Alors, c'est déjà un sujet dans le secteur public parce que avec le point flottant, c'est le foutoir et les gens ont tendance à faire des actes. Mais si on sortait du point flottant, ça serait aussi un sujet. Alors, dernier point, comment promouvoir la pertinence des soins? Bon, alors je reviens sur ce que j'ai déjà dit. Alors, qu'est-ce que c'est que l'efficience productive? C'est minimiser le coût pour un résultat donné. Alors, c'est à quel résultat s'intéresse-t-on? Est-ce que c'est un séjour classé dans un GHM ou la prise en charge d'un patient avec un problème de santé donné? Donc, clairement, ce qui intéresse le citoyen qui est un assuré social, c'est le B, la version B. Ce qui lui compte pour lui, c'est pas le soin, c'est la santé. Donc, il veut une bonne prise en charge pertinente. Donc, ça correspond au concept de pertinence des soins. Or, la T2A, pour l'instant, ça ne vise qu'à réduire les coûts par séjour. Donc, ça vise la version A de la pertinence des soins. Donc là, il y a un sujet qui, pour l'instant, est juste mentionné dans les rapports divers, mais il n'y a pas d'action, très peu dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la pertinence? Bon, évidemment, j'avais des définitions, mais je les ai sautées car vous savez tous. Donc, la non-pertinence, c'est s'il y a des éléments sans rapport avec des préoccupations médicales qui vont influencer la décision de pratiquer la procédure ou de prescrire tel truc. Donc, dans ce cadre-là, il faut questionner la sous-utilisation, mais aussi la surutilisation. Dans les deux sens, il peut y avoir un problème. Et dans tous les cas, il y a un double enjeu à la fois d'efficience productive, mais aussi de qualité des soins. Une surutilisation, ça peut être contraire à la qualité des soins. Alors, là, je sépare les deux cas, médecine de ville ou clinique privée d'un côté et hôpital public de l'autre. Donc, en médecine de ville ou en clinique privée, il y a un paiement à l'acte qui domine. Donc là, il peut y avoir de la demande induite et une surutilisation des soins. Et en hôpital public, on est dans le cas actuel. Donc, soit T2A avec pression à l'activité de la part du directeur d'hôpital, donc demande induite et surutilisation aussi.
coup, s'il y a une pénurie de financement, il peut y avoir des restrictions et une sous-utilisation. Alors, comment promouvoir la pertinence des soins ? Donc, ce qui circule, ce que j'ai vu dans la littérature, c'est il faut donner des informations, il faut contrôler. Alors là, l'économiste dit non, en plus, il faut mettre en place des incitations pertinentes. Alors, diffusion d'informations, évidemment, la Haute Autorité de Santé diffuse des recommandations de bonnes pratiques, des guides pour les patients. Donc, tout ça, c'est très important. Des indicateurs de qualité des soins. Donc ça, c'est très important. Et faire une grande pédagogie, donner un peu du pouvoir aux patients, de contrôle, c'est très important. Donc c'est aussi une diffusion auprès des professionnels de santé sur les pratiques et leur variabilité. Donc là-dessus, l'IRDES a produit des travaux de comparaison sur la variabilité des pratiques. Donc que beaucoup ici connaissent, donc qui font un peu dresser les cheveux sur la tête, mais que je voudrais faire un commentaire dont le graphique est très compliqué ici encore, donc je vais juste donner 2 exemples. Donc ce qu'ils prennent, c'est 11 interventions chirurgicales qui sont particulières. Elles sont identifiées dans la littérature comme sensibles à l'offre de soins, donc ça peut varier en fonction de si c'est une clinique privée, un hôpital public. Et le bénéfice est variable selon les patients. Donc, un exemple, l'hystérectomie. Donc ça, c'est un exemple intéressant parce qu'apparemment, les indications font consensus, il n'y a pas trop de débat. Et on voit que les pratiques varient beaucoup entre départements. Ça va de 225 à 420 séjours pour 100 000 femmes. Donc le taux baisse progressivement, mais les disparités restent identiques entre départements. Et c'est corrélé à la présence d'hôpitaux privés. Dans les commentaires, c'est ça. Autre exemple, pose de stent sans infarctus du myocarde. Donc là, apparemment, il y a aussi des indications qui font consensus sur le fait qu'il faut privilégier le traitement médicamenteux. Donc là, les pratiques sont encore plus vertigineuses, variables. La variance des pratiques est encore plus vertigineuse. Ça varie de 50,85 pour 100 000 habitants à 317, 342 selon les départements. Et le taux augmente dans le temps et les disparités s'accroissent dans le temps. Alors, donc, le constat, c'est qu'il y a d'énormes variations dans des cas de figure qui sont assez simples où les indications ne font pas débat. Alors, est-ce qu'on peut contrôler au vu de ça? C'est très compliqué, en fait. Et je crois que c'est vraiment un chantier qu'il faut aborder maintenant. Bon, la CNAM, depuis un certain temps, depuis 2015, cible des établissements atypiques, mais ça ne suffit pas. Alors, est-ce qu'il y a des possibilités avec l'intelligence artificielle utilisée avec des données massives? Bon, là, il faut être prudent. C'est très difficile de systématiser les contrôles et surtout, il faut aller dans le détail du dossier patient qui n'est pas observé par la CNAM. La CNAM n'observe que ce qu'il y a dans le PMSI, ce qui est rempli. Et le médecin peut toujours arguer d'informations médicales non codées qui ont motivé sa décision. Juridiquement, moi, j'avais été très impressionnée par l'affaire justement du Mediator. Il y a encore des procès en cours sur on m'a prescrit ce truc qui n'était pas nécessaire et c'est pas si simple à la justice de dire fallait pas prescrire. Donc, on ne peut pas contrôler véritablement. Donc, la tutelle doit rester consciente qu'elle est en information asymétrique, qu'elle n'observe pas tout. Il faut que le médecin reste indépendant et puisse prescrire en son âme et conscience. La tutelle doit aussi rester prudente pour ne pas induire de sous-utilisation. Donc, c'est un peu compliqué, les contrôles. Alors, de façon générale, c'est ce que je disais, très difficile de contester la pertinence d'une prescription. Et l'atlas produit par l'IRDES est quand même assez intéressant. Il montre des choses en creux. Il montre qu'il y a des grosses variations d'utilisation qu'on ne sait pas expliquer. Donc ça, dans les commentaires, je vous incite à regarder. Ils disent, on ne sait pas pourquoi c'est comme ça. Et ils disent autre chose qui me semble édifiant. Ils disent, on arrive à faire ça sur 11 interventions parce que pour les autres, on ne sait pas faire. Pour les autres, les indications peuvent être très variables en fonction d'éléments qui ne sont pas observés. Et donc, il y a plein de cas non repérables statistiquement. Donc ça montre bien la limite du contrôle. On ne peut pas contrôler. Enfin, on contrôle ce qu'on peut, mais on ne peut pas tout contrôler. Et, alors, dernière phrase, on ne peut pas se borner à ne contrôler que ce qu'on peut contrôler. Il faut donc bien essayer de faire quelque chose parce que le biais administratif, c'est de s'occuper que des choses qu'on quantifie. Donc, c'est pas le sujet, en fait.
Alors, il faut mettre des incitations. Ça, c'est très important, il faut mettre les bonnes incitations. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas tout contrôler et on ne peut pas tout contrôler. Donc, il faut éliminer les incitations qui vont dans le mauvais sens. Donc, par exemple, la T2A avec un point flottant, c'est une incitation claire qui va dans le mauvais sens. Donc là, il faut calculer les tarifs sur la base des coûts moyens et supprimer le point flottant généralisé. Donc, une manière d'essayer de contenir la dérive des coûts en enlevant le point flottant, c'est de mettre une dégressivité des tarifs avec un seuil individualisé par hôpital. Donc ça, c'est compliqué. Ça avait été mis en place et ça avait été complètement détruit à la racine. Et après, les gens disent ça marche pas. C'est pas vrai. Ça n'a jamais été vraiment appliqué. Alors, autre chose importante. Alors là, je connais pas bien la boîte noire de l'hôpital, mais il faut que le gestionnaire de l'hôpital n'interfère pas avec la décision médicale. Et ça, je pense qu'il y a un sujet. Comment on fait pour couper la décision médicale des objectifs de gestion du directeur? Il faut au moins s'interdire de donner aux médecins des incitations à intensifier les actes. Donc ça, moi, c'est André, sur sa liste, donne plein d'exemples qui alimentent ma paranoïa. Voilà, donc c'est dû à André qui est ce... Voilà, exactement. Alors, pour parler du secteur privé lucratif et des spécialistes libéraux, donc là, c'est très important de voir qu'il y a un conflit d'intérêts. Bon, tout le monde parle de financiarisation, ce qui, moi, me fascine, parce que la financiarisation, c'est une vision extrême de quelque chose qui est là depuis toujours. En fait, c'est l'accentuation d'un problème qui était déjà là. Le problème, c'est qu'il y a un conflit d'intérêts si le médecin est payé à l'acte et s'il a des parts dans la clinique privée ou s'il est intéressé aux résultats financiers de la clinique privée. Donc, notamment les conclusions de la mission du Sénat sur la financiarisation, ils considèrent que tout va bien si les médecins ont la majorité dans le conseil de la société d'exercice libéral. Ben non, si les médecins sont intéressés aux résultats financiers, moi, patient, j'ai le même doute. Donc, il y a un vrai sujet de ce côté-là. Et moi, à mon avis, on ne peut pas s'émanciper d'une nécessité de contrôler les prescriptions, toutes les prescriptions. Et donc, alors, bon, là, j'improvise et donc c'est peut-être Big Brother, mais si une prescription émane de quelqu'un qui a un conflit d'intérêts, donc pour moi déjà tous les médecins qui travaillent dans une structure privée lucrative, donc s'il y a un conflit d'intérêts, il faut un contrôle par les pairs de la prescription. Et donc là c'est compliqué. Donc là je dis il faut impérativement penser à un système de deuxième avis émanant d'un pair, confrère indépendant du secteur public. Donc c'est compliqué. Alors évidemment pour moi c'est un gros chantier. Il faut réfléchir sérieusement à ça. Donc il y a la faisabilité complexe. Il ne faut pas une armée de médecins conseils parce qu'évidemment ils seront critiqués vertement par tous les spécialistes qui font des choses qui sont des innovations technologiques dernier cri, donc ils diront t'es pas au courant, t'as pas d'avis à donner. Donc c'est compliqué. Et il faut appliquer correctement la T2A dans le privé. Donc voilà, j'ai mes remarques en conclusion. Donc tout se tient. La rigueur budgétaire à l'hôpital est liée à l'absence de pilotage de la dépense en ville. La rigueur budgétaire à l'hôpital, elle a été possible parce que la T2A a été appliquée en enveloppe fermée. Donc, dans la situation actuelle, avec ce point flottant, ça crée des incitations contraires à la pertinence des soins. Donc, il faut s'attaquer sérieusement à la pertinence des soins. Une stratégie basée sur des contrôles administratifs n'est pas suffisante. On ne peut pas tout contrôler, des effets délétères sont possibles. Et donc, il faut faire vraiment attention au conflit d'intérêts des prescripteurs dans le privé lucratif et développer l'information et les incitations. Je crois que c'est tout. Voilà. Merci beaucoup. Une première remarque ou question. Vous avez indiqué que finalement, sur tout le secteur libéral privé, il y avait essentiellement de la surutilisation, alors que dans le secteur public, il pouvait y avoir de la sur- et de la sous-utilisation. Moi, je dirais que dans le secteur privé, il peut y avoir aussi de la sous-utilisation, essentiellement
lié à la mauvaise répartition dont vous parliez et au fait que là où il y a beaucoup de médecins, il y a une surconsommation et là où il n'y en a pas. Donc le problème de fond, et d'ailleurs on discutait de ce problème au niveau de la conférence des doyens, sur des réflexions qui sont en train de se faire sur la régionalisation un petit peu plus forte au niveau de l'internat. Et la réflexion globale, c'était, mais de toute façon, quoi qu'on fasse, quoi que soient les réformes à l'entrée des études médicales, au milieu, au moment du choix d'une subdivision d'une spécialité, ou même à la fin sur l'installation, s'il n'y a pas un peu de régulation de là où s'installent les médecins et pourquoi faire, on n'y arrivera pas. Vous adhérez au fait que... Alors, je suis tout à fait d'accord. Et à ma connaissance, les médecins sont la dernière profession non régulée de toute la santé. Quelqu'un s'est fait taper dessus il n'y a pas longtemps en disant ça. Mais bon, je suis tout à fait d'accord. La médecine de ville, il y a pénurie à certains endroits et excès dans d'autres. Dire qu'on va réguler l'offre de soins en ville uniquement en contrôlant le nombre de médecins, ça n'a pas de sens. C'est ce qu'on faisait du temps où ils étaient tous à travailler le même nombre d'heures. Et maintenant, ça n'est plus vrai. Les médecins ont beaucoup d'activités mixtes. Il y en a qui sont salariés. Et il y a beaucoup de médecins qui travaillent moins longtemps qu'avant. Donc la prévision sur les comportements est trop complexe à mener, donc on ne peut pas se contenter avec le numerus clausus, même régionalisé, de changer les choses. Après, je pense qu'effectivement, moi je pense que la contrainte pour résoudre les déserts médicaux est très légère et que les médecins sont intraitables. Il n'est pas question d'obliger les médecins à s'installer dans un petit village. Il est question pour eux d'accepter de consacrer une journée, enfin 2 journées par mois, une journée tous les 15 jours, pour aller faire une consultation dans un centre de santé à 20 km de chez eux. C'est ça la question. Puisque les déserts médicaux, c'est pas la race campagne, c'est surtout les centres périurbains. C'est la grande banlieue parisienne, les banlieues des grandes villes. Et donc, le sujet des déserts médicaux, il faut une description qui n'a rien à voir avec la réalité. Il suggère que c'est terrible, on va les obliger, les jeunes, à aller dans un endroit perdu, ils pourront pas se marier parce que leur femme devra travailler. Enfin, donc c'est terrible. Alors qu'en fait, la contrainte est très légère. Il s'agit, et alors pour le coup, je trouve que les politiciens, enfin les responsables politiques, pardon, sont très hypocrites en fait, parce que ils disent des choses dont ils savent bien que ça va être contrecarré par les médecins. Par exemple, quand on parle de contraintes à l'installation, ce qui est pratiquement tout ce qui est sorti régulièrement, on est sûr que ça va échouer. On est certain. Pourquoi ? Parce que tous les internes, on sait, et c'est arrivé plein de fois, que tous les internes se mettront en grève, ça va bloquer l'hôpital, et donc le responsable politique va reculer. Donc parler de contraintes à l'installation, c'est quelque chose qui est voué à l'échec et tout le monde le sait. Et pourtant, le scénario se reproduit, les choses sont redites, les réactions sont les mêmes. Donc, la chose qui est importante, c'est effectivement de ne pas faire peser la contrainte uniquement sur les jeunes arrivants. C'est pour ça que contraindre tous les médecins à faire une demi-journée de temps en temps à tel endroit, c'est important parce que c'est plus équitable entre générations de médecins et ça permet de ne pas avoir Enfin, les internes, c'est comme les poids lourds, hein. Ils ont un pouvoir de blocage immédiat sur quelque chose d'essentiel, donc on n'avance jamais. Alors sans parler de contraintes, on peut parler de régulation. C'est-à-dire que le but n'est pas forcément de contraindre quelqu'un à aller s'installer dans un désert médical, qui est d'ailleurs parfois juste un désert, mais de ne pas l'autoriser à s'installer là où il y a pléthore de médecins. On est donc plus sur une idée de régulation qu'une idée de contrainte. Oui, oui, tout à fait. Alors, le dernière tentative de je sais plus quel sénateur, effectivement, ça ne faisait que... Alors d'abord, il faut savoir que toutes les professions libérales ont accepté des contraintes à l'installation, sauf les médecins. Les infirmières libérales, les pharmaciens. Et donc, les contraintes à l'installation qui étaient mentionnées pour les médecins, c'était juste interdit, comme vous le dites, interdit de s'installer dans certaines régions qui correspondaient, je crois, à 5% des localisations. Donc la contrainte était infime,
vraiment infime. Alors, une question enfin, 2-3 petites questions sur des commentaires. Je suis d'accord avec vous, obliger et contraindre les gens à s'installer quelque part, non. Les contraindre à consacrer une part de leur temps à un service public obligatoire qui serait applicable à l'ensemble des médecins. J'avais proposé ça, André le sait bien, avec un succès que je qualifierais de mitigé, puisque le candidat avait été balayé sur l'idée, et donc m'en veut encore de lui avoir suggéré cette idée. Mais je continue de penser que c'est une possibilité. Surtout si on pense que la différence entre ville et hôpital, quand on regarde vos chiffres, les premières diapositives, clairement, pour avoir une meilleure santé, une plus longue durée de vie, de meilleurs soins, il faudra dépenser plus. La question, c'est est-ce qu'il faut toujours dépenser autant plus qu'on le fait actuellement? Alors, vous parlez souvent de pertinence des soins. Je me demande s'il ne faut pas vraiment plus cultiver le principe de pertinence des parcours de soins. Parce qu'on a de plus en plus de patients qui vont être dans une part importante de la dépense publique, de patients chroniques, de patients correspondant aux grandes pathologies. Dans les molécules très coûteuses, il y a au premier plan le cancer, qu'on connaît bien, etc. Donc tout ça, ce sont des parcours. Est-ce qu'il ne va pas falloir aller vers des parcours pertinents, opposables? À un moment, on avait créé des références de parcours et de traitements opposables. Ça a été abandonné, c'est tout à fait dommage. Et surtout si on y ajoute un non-paiement direct à l'acte. Mais alors, vous allez me dire, c'est très compliqué. Mais c'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut pas le faire. On fait des choses beaucoup plus compliquées aujourd'hui. Et on réussit des trucs assez extraordinaires, donc je pense que c'est faisable. Alors, ma question, c'est parcours de soins, pertinence plutôt des parcours de soins et réinternalisation par le biais d'un service public ou d'une part de service public obligatoire, réinternalisation d'une partie des soins de ville et de leur coût vers l'hôpital. Alors, je suis tout à fait d'accord sur le parcours, hein, c'est évident. Alors, quand il y avait eu le débat sur la convergence tarifaire entre public et privé, le privé avait les cliniques privées avaient fait une offensive médiatique assez maligne, où ils montraient qu'ils avaient des coûts inférieurs pour une série d'actes, l'accouchement, le machin, le truc. Et à aucun moment, ils ne parlaient du parcours, justement. Alors, il y a quelques études qui sont assez rares, mais qui montrent que pour le même problème de santé, le parcours initié dans le privé conduisait à une dépense supérieure au parcours initié dans le public. Après, dans le paysage français, on est très loin d'institutions qui permettent de faire ça, hein. Alors, par exemple, je vais dire un truc horrible, je vais citer les États-Unis, mais effectivement, les assureurs, dans le cadre de Medicare, c'est les contrats qui s'appellent Medicare Advantage, ou ce qu'on appelle les ACMO, c'est des structures où l'assureur reçoit une capitation par patient. Et l'assureur, c'est lui qui va définir le parcours. Ah. Donc, il a intérêt à avoir un parcours qui est efficient et pertinent. Pour l'instant, on n'est pas du tout... Enfin, c'est vrai que je n'imagine pas la révolution qu'il faudrait opérer en France, sauf si, effectivement, et je plaiderais volontiers dans ce sens-là, si on donnait aux médecins généralistes un pouvoir très important dans la définition des parcours, sachant quand même que dans le cadre d'un cancer, le généraliste doit quand même travailler avec le spécialiste, hein, donc en fait, je suis d'accord il faut y penser absolument, hein, c'est aussi important c'est très important le parcours. Brigitte, merci. Tu connais les travaux de Zeneb-Or sur l'Allemagne, qui est quand même un système qui pourrait être assez proche de la France, et qui aborde pour l'hôpital comme pour la ville une forme de régulation, mais qui est faite par les médecins, parce que pour des raisons historiques, les médecins allemands participent à la gestion des caisses. Ils ont une T2A, comme tu dis, dont la régulation est, au-delà d'un certain volume qui a été négocié, une baisse du tarif. En deçà de ce volume, ils maintiennent quand même un financement nécessaire. Et en ville, la qualité et la pertinence est régulée de manière indépendante par les médecins.
sur la base d'enquêtes de dossiers. Et ils régulent également l'installation avec un minimum et un maximum à plus ou moins 10%. Et c'est eux qui les régulent. Alors en France, pour des raisons historiques, les médecins ont été contre la Sécu, contre l'État, donc on n'est pas dans la même phase. Alors pour ce que vous venez de dire, il y a une chose politique. Il faut d'abord arrêter de prendre des décisions qui entraînent un front du refus du monde libéral. Ça, on sait, les internes marcheront en premier rang, seront suivis par les généralistes, seront suivis par les spécialistes, et en dernier, les radiothérapeutes qui gagnent beaucoup plus que les autres et qui encouragent tout le monde. Il faut arrêter, il faut diviser quand même les gens qui sont en secteur 1, le secteur 2, y compris dans le secteur 2, il y a ceux qui sont dans un dépassement négocié et ceux qui refusent de négocier quoi que ce soit. Bon, il y a ceux qui étaient dans les hôtels à Bruxelles et ceux qui n'étaient pas. Bon, qu'on arrive à mettre tout le monde dans le même sac, c'est quand même une nullité politique faite par Marisol Touraine et tous les autres avant et tous les autres après. Bon, ça c'est quand même le b.a.-ba de la politique qui n'a rien à voir avec la finalité. Alors pour ce qui est des déserts médicaux, un point quand même. L'idée qu'on va aller une journée ou 2 jours par mois, l'idée de Bayrou, c'est un truc qui peut tenir pour un spécialiste, qui a aucun sens. Le généraliste va fermer son cabinet, payer quelqu'un pour tenir son propre cabinet, puis il va aller... Alors, et on parle de soigner les malades chroniques, et on parle de parcours de soins. Ben, si on veut soigner les malades chroniques, il faut que le généraliste soit là. Le désert, c'est le désert. Alors, donc, avant d'aborder ça, il va falloir du temps. Commençons par ce que ça dit. On ne peut pas s'installer là où il y a suffisamment de médecins. Bon. Juste pour réagir sur le désert médical, dans les discussions entre les doyens à un moment, j'ai rappelé, mais vous savez que la deuxième région qui a le plus de déserts médicaux, c'est juste de la définition pour la médecine générale, c'est l'Île-de-France. Bah, bien sûr. Ça les a tous scotchés, entre guillemets, ce rappel, parce qu'ils s'imaginaient tous être tout en haut. Non, non, il y a les Antilles et juste après l'Île-de-France. Et Paris intramuros, en termes de médecine générale, peut parfois être considéré comme un désert médical. Donc, si la loi dit il faut que chaque médecin en Île-de-France aille à Paris intramuros pour aller faire dans le désert médical qui est avéré sur le plan de médecine générale, on ne va pas effectivement y arriver. Donc, ça ne concerne pas forcément toutes les disciplines. Alors, sur les raisons historiques, donc il y a des travaux de Jean Hetzfeld, qui est un sociologue, et de Patrick Assenteufel après, sur la médecine libérale en France et en Allemagne. Donc ces travaux, c'était une comparaison de la médecine libérale en France et en Allemagne, et qui a bien montré que la médecine libérale en Allemagne s'est organisée dans le contexte de l'assurance bismarckienne qui était déjà là, en fait. Donc l'assurance était là, et là, la médecine libérale s'est organisée en prenant comme une donnée l'assurance. Alors qu'au contraire, en France, la CSMF a été créée pour mettre un front du refus à la première formation d'une assurance sociale dans les années 20. En fait. Et donc là, c'est vrai qu'il y a une tradition, mais qui ne s'arrange pas avec le temps. Hein. Enfin, moi, j'étais un petit peu effrayée de voir tous les médecins libéraux, y compris MG France, signer la même plateforme sur les dépassements d'honoraires. Hein. Moi, j'ai trouvé ça assez effarant. Alors, sur les déserts médicaux, par exemple, il y a des expériences par rapport à ce que tu dis. Alors, j'ai oublié le nom de l'association, mais il y a un médecin très malin, jeune, MG, qui a créé des maisons de santé dans la Creuse, avec des auxiliaires médicaux relativement qualifiés. Et le médecin traitant des gens, c'est le centre. Et donc, il y a un dossier patient. Et donc, moi, j'ai parlé avec une médecin qui avait travaillé dedans, qui trouvait que c'était quand même... Alors, le jour où ils ont ouvert, il y a eu 800 personnes qui faisaient la queue, en fait. C'était un truc très impressionnant. Donc, à mon avis, il y a aussi quelque chose qui veut dire pour la France, c'est il faut arrêter de faire un modèle et un seul. Il faut accepter de diversifier les cas de figure et faire un peu de bottom-up pour que les initiatives se concrétisent. Alain Baupin, je ne peux généraliste en centre de santé, je ne peux qu'approuver ce que vous venez de dire. J'ai été très intéressé par ce que vous avez dit sur la pertinence des soins. Ça me semble être un sujet tout à fait majeur devant nous, pour lequel on n'a pas vraiment les instruments de compréhension et encore moins les instruments d'action.
Si on regarde la mesure à l'hôpital avec la D2A, on voit qu'il y a un écart assez manifeste entre ce qui est mesuré et ce qu'on arrive à produire en termes de chiffres. Il y a un très beau travail, si vous l'avez pas vu, que je recommande, c'est le prix de thèse de l'IGAS de décembre dernier. C'est Lorraine Assailly qui fait c'est une très belle thèse, il faut la lire. Moi, j'étais passionné, j'ai découvert des choses. Donc, on voit qu'à l'hôpital, malgré tous les efforts, on fait avec. En ville, moi je m'intéresse aux soins primaires. En ville, on n'a rien. Alors, ayant expérimenté le paiement au forfait, PEPS, à la place de l'acte, on voit que le centre perçoit un forfait annuel en fonction de la patientèle inscrite, médecin traitant et de ses caractéristiques d'âge, de pathologie, etc. Et ça marche très bien. Mais on voit que l'assurance maladie panique parce qu'elle dit mais moi il ne m'envoie plus mes factures à chaque fois qu'il passe et je me retrouve aveugle. Elle était déjà parce qu'elle ne savait pas ce qu'il y avait dans le contenu des factures qu'on lui envoyait. Mais la 6e chambre de la Cour des comptes lui tapait sur les doigts si elle n'avait pas des chiffres à produire d'aucune valeur. Donc la question qui nous intéresse aujourd'hui au niveau des centres de santé, c'est la question de la mesure, puisqu'il y a des dépenses, il faut les mesurer. Donc on voit bien qu'avec les paiements au forfait, on perd l'apparence de la mesure. Et qu'aujourd'hui, la mesure de la qualité, on la connaît pas. Alors on sait qu'il y a 740 000 €, c'est les comptes nationaux de la santé, c'est repris dans le rapport chargé produit, par an, qui sont au bout du stylo du médecin généraliste en ville. Donc on se dit, il y a sûrement des choses à faire. Sauf que si on regarde, moi je m'occupe de l'association de recherche des centres de santé, quand on va observer comment travaillent les soignants en ville, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Ils ont un dossier en texte libre, etc. Enfin, vous connaissez la chanson. Donc ils n'ont pas aujourd'hui la capacité de comprendre ce qu'ils font, et en tout cas d'agir dessus. Alors certes, l'assurance maladie avec le SNIRAM essaie à la fin combien on a facturé, mais elle ne le donne pas individuellement, et en plus c'est tout à fait approximatif si on va dans le détail. L'expérimentation IPEP que j'ai connue de l'intérieur, qui paie un paiement supplémentaire à la qualité, a montré son échec puisqu'il n'y avait pas de reproductibilité. Ils ont décidé, ils ne le crient pas sur les toits, de ne pas la généraliser. Donc on voit qu'il y a un sujet qui n'est pas un sujet économique, mais je m'adresse à une économiste justement à dessein, de réfléchir autrement sur les pratiques des professionnels. Alors on a les variations, Zénépor, elle a travaillé sur les variations, c'est très bien aussi, mais là au niveau du prescripteur, il y a un vrai sujet de lui donner des tableaux de bord de compréhension de ce qu'il est en train de faire, de ce qu'il pourrait faire en matière de prévention et de ce qu'il pourrait faire en matière environnementale avec les données de la statistique publique qui sont accessibles partout, mais qu'il n'a pas aujourd'hui dans ces logiciels. Donc là, voilà, je plaide un petit peu pour cette évolution-là. Et la nouvelle du jour, c'est que la Fédération nationale des centres de santé a décidé de pousser à un entrepôt de données de santé. Alors ça, c'est pour la réutilisation secondaire, mais pour le pilotage en primaire, en utilisation primaire des données, et puis de promouvoir un GIP qui porterait tout ça. On a écrit à la ministre, voilà, on verra. Je peux juste faire une remarque. Pour le chercheur donc, que je suis, c'est fascinant parce qu'en santé, on observe très bien que les choses pour lesquelles il y a un financement. Donc, quand il y avait la T2A et quand la nomenclature a été diversifiée avec des degrés de gravité, tout d'un coup, il y a tous les diagnostics secondaires qui n'étaient pas déclarés, qui ont été déclarés. Et donc, on a vraiment vu très, très vite l'aggravation des cas. Et en fait, c'est quasi impossible de voir si c'était un effet d'une mauvaise incitation à surcoder ou une non-déclaration. Oui, les deux, mais de combien ? Et donc là, c'est le même sujet, effectivement. Et c'est un vrai sujet de vigilance. C'est si des médecins passent de plus en plus à une capitation, comment on fait pour garder l'observation du nombre d'actes et tout ça. Après, statistiquement, pour avoir vu des données individuelles, c'est fascinant chez les généralistes de secteur 1 à quel point la dépense de prescription est supérieure aux consultations. Le coût de la consultation, c'est rien chez le médecin généraliste comparé aux prescriptions. Et donc, c'est vrai que tout de suite, immédiatement, je me dis il faudrait payer 2 fois plus et le responsabiliser sur la prescription. Ça serait la même dépense pour la Sécu et ça serait sans doute meilleur pour tout le monde. Mais bon, on voit bien ce que ça fait. Une remarque sur la qualité. Toute
évaluation de la qualité isolément est, à mon avis, vouée à l'échec si elle n'est pas liée à la pertinence. Vous preniez l'exemple, Madame Dormont, de la prothèse de hanche. Si demain, on me met une prothèse de hanche dont je n'ai pas besoin de manière parfaite sur le plan chirurgical et anesthésique, le soin sera de qualité. Si je m'infecte dans 1 an et que je deviens handicapé, j'ai tout perdu en tant que patient. Donc la qualité sans la pertinence, ça n'a pas de sens. Or, beaucoup de discours aujourd'hui sont de ramener de la qualité sans aller vers l'évaluation de la pertinence. Merci beaucoup. Moi, j'avais juste une remarque sur ce que vous disiez sur sur votre dernière remarque, en fait. Sur le côté où il faut prescrire en fait le bon soin au bon patient. Et je pense que oui, ça passe par le contrôle, mais ça passe aussi sur l'éducation en fait des médecins et notamment des jeunes médecins, et sur en fait montrer, visualiser le coût, que ça soit pour le patient, pour qu'il comprenne aussi cette dépense, et pour le médecin, parce que finalement c'est lui qui prescrit, quoi. C'est sa prescription qui coûte cher. Et on le voit avec l'augmentation en fait du numerus clausus. On va avoir un nombre croissant de médecins, ce qui est bien pour répondre aux déserts médicaux. Et d'autre part, je pense pas que ça soit la régulation qui va permettre la régulation d'installation qui va permettre de diminuer le coût de dépenses, étant donné qu'on aura le même nombre de médecins prescripteurs à la fin. Oui, sur l'éducation, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut... il y a un sujet, responsabiliser les médecins sur la dépense de santé, qui comprennent bien qui dépense quoi. Donc quand on entend les syndicats de médecins dire que les dépassements, c'est pas grave si c'est couvert par les complémentaires santé, par exemple, donc ça, c'est vraiment une contre-vérité. Parce que ça pioche directement dans la poche des patients. Et donc, effectivement, il y a une éducation des médecins à comprendre les réalités, à comprendre... un autre sujet, c'est sur l'accès aux soins des personnes, les inégalités sociales de santé. En général, les médecins viennent de sphères plutôt favorisées, des classes sociales plutôt favorisées, et ils n'ont pas idée du degré d'illustrisme, de mauvaise information que les gens peuvent avoir. Donc il y a vraiment une éducation des médecins à faire à plusieurs niveaux, y compris, comme vous le dites, le coût des soins. Après, est-ce qu'il faut informer un patient qui a telle maladie, tel cancer, que ses coûts coûtent 10 000 € par mois? Moi, je serais plutôt opposée, parce que ça met l'accent sur une individualisation de soins, alors que justement l'esprit de notre système, c'est de partager et de mutualiser les soins. Sur le plan de la formation, je pense qu'ils sortent de la faculté de médecine à peu près bien formés après leur internat. Ça n'empêche pas que le lien d'intérêt, ou voire le conflit d'intérêt, est tellement important à partir du moment où il y a une rémunération propre. Ça explique quand même beaucoup des dérives quand on voit par exemple ce qu'a cité Madame Dormont sur le nombre de stents qui est fait sur des patients qu'on n'a pas besoin. Donc on revient sur OK, on les forme, après comment ils réagissent avec les liens d'intérêt possibles. Et les divergences régionales sont là pour illustrer effectivement des pratiques qui varient du simple au triple parfois. Bonjour, Xavier Minadier, je suis médecin de santé publique. Merci pour la présentation. On a eu ici Nicolas Revel qui a présenté sa note dans Terra Nova. Il abordait comme vous l'importance de la pertinence des soins, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas totalement d'accord avec lui. Lui avait le parti de ne pas augmenter la part du PIB qui était apportée aux soins, en disant que si on ouvrait cette porte-là, il faudrait continuer à l'augmenter en permanence. Alors que vous, j'ai l'impression que vous dites que justement il y a ce besoin en partie. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez répéter? Qu'est-ce que disait Revel? Lui était contre l'idée d'augmenter la part du PIB accordée aux soins, en disant que si on ouvrait cette augmentation-là, on devrait l'augmenter à chaque fois, enfin au-delà de l'augmentation naturelle.
Et donc, je voulais savoir dans quelle mesure vous êtes d'accord avec ça et dans quelle mesure vous n'êtes pas. Alors oui, merci pour la question. Ça fait partie d'une page du diaporama que j'ai supprimé pour rester dans les clous. Donc moi j'ai regardé la vidéo de sa conférence pour voir comment c'était. Et il a démarré comme dans la note Terra Nova en disant les soins spontanés, les dépenses augmentent spontanément de 4,5%, or l'ONDAM ne peut augmenter que de 2,5%. Donc moi je me mets pas à l'intérieur de cette contrainte qui est une contrainte de gouvernance, je dirais en fait. C'est une contrainte de ligne actuelle des responsables politiques du pays. Donc je m'abrite derrière mon parapluie d'experts. Et donc les économistes ont une discipline qui s'appelle le choix social, qui est de l'économie publique, donc c'est les décisions de l'État. Et on réfléchit à comment faire en sorte que les décisions... Alors, c'est une discipline plutôt néoclassique, mais enfin, Amartya Sen, qui s'est beaucoup intéressé aux inégalités, fait partie, enfin, c'est un grand économiste de choix social. Et on s'intéresse à comment prendre une décision politique conforme aux préférences des citoyens. Et donc on fait des choses assez hors sol, mais donc qui sont des fonctions de préférence de bien-être social qui représentent tous les citoyens. Et on s'interroge à quelle décision sera prise si le président ne fait absolument pas attention aux inégalités sociales. Quelle décision sera prise si on fait très attention aux inégalités sociales. Donc il y a des fonctions de bien-être dites rawlsiennes qui s'intéressent qu'aux personnes les plus défavorisées. Il y en a d'autres qui donnent le même poids à tout le monde. Et donc on paramètre, c'est un champ qui est très mathématisé. Donc il y a une fonction de bien-être où il y a le degré de souci pour les inégalités paramétré. Et donc nous là, on est dans un groupe de travail de chercheurs. Où on essaye de mesurer la préférence pour la santé et les soins médicaux de la population. Donc on essaye de mesurer un arbitrage santé-revenu, qui est exactement le sujet de est-ce qu'on veut 2,5% ou 4,5%. C'est est-ce qu'on veut dépenser plus pour la santé ou pas. Alors le problème est évidemment plus compliqué parce qu'il y a l'éducation, l'environnement, la défense nationale, donc c'est très compliqué. Si on le simplifie abusivement en disant qu'il n'y a que la consommation et la santé, là on peut dire des choses. Et en fait, il y a des travaux qui ont été faits par des économistes américains qui datent un peu maintenant, mais qui sont amusants parce que c'était des très très grands libéraux. Il y avait Baker qui est un économiste hyper libéral. Donc ils ont regardé rétrospectivement, ils ont analysé les dépenses de santé américaines entre 1950 et 2000 et ils ont montré l'augmentation fabuleuse, enfin énorme des dépenses de santé au pourcentage du PIB. Ils ont mesuré les gains en santé et en longévité. Ils ont donné une valeur monétaire à ces gains de biens non monétaires que sont la longévité et la santé. Et on ne pouvait en déduire une fonction de préférence sociale. Et leur conclusion, c'était que dépenser encore plus pour la santé serait conforme aux préférences des citoyens américains. Donc c'était qu'en fait, contrairement à l'intuition, donc l'intuition, c'est la doxa OCDE, et je dirais que Nicolas Revel, c'est une version de cette doxa qui est c'est pas soutenable, on peut pas continuer. Bon, alors il faut vraiment comprendre que c'est le pourcentage d'un gâteau qui augmente continuellement. Donc, donner une plus grande part à la santé, ça veut absolument pas dire que la consommation hors soins, hors santé, diminue. C'est juste qu'elle augmente moins vite et que la santé augmente plus vite. Donc, il n'y a pas de privation. C'est une question de priorité. Donc, nous, on essaie de travailler sur la France à cette histoire de préférence et logiquement, dans un monde idéal et purement fictif, on aurait une fonction de bien-être social qui permettrait de dire est-ce qu'on veut un ONDAM qui progresse de 4,5 ou est-ce qu'on veut un ONDAM qui progresse de 2,5, sachant que 4,5, ça fera plus d'impôts et ça fera moins de consommation libre, entre guillemets. Donc c'est un sujet, alors on n'aura pas la réponse, et puis c'est un peu hors sol comme théorisation, mais je trouve que c'est important de continuer, justement pour répondre à ce genre de blocage. Bon, alors c'est un peu hors sol à cause des sujets internationaux actuellement, donc voilà. Merci. Vous avez répété à plusieurs reprises, finalement, on a du mal à maîtriser les dépenses de santé parce qu'on ne contrôle pas la ville. La ville, c'est hors sol.
La ville, c'est libéral. Finalement, si on réfléchit, les médecins, ils font des études grâce à l'État. Et puis finalement, leurs recettes, je parle des médecins donc libéraux, vont dépendre finalement de la solidarité, à la différence de toutes les autres professions libérales. Est-ce qu'il ne va pas être un peu temps de réfléchir à salarier décemment une médecine comme on l'est à l'hôpital, avec une infection, ou bien limiter la partie libérale? Je ne peux pas comprendre qu'on n'arrive pas à contrôler avec des gens qui font des actes, des répétitions. J'ai mal au genou, je fais un électro, je fais une radio, après je fais une IRM. Je veux dire, qu'est-ce qui s'opposerait à ce qu'on donne ça aux Français? Bien sûr que j'ai pas assez de sous, soit-ci, je caricature, hein, pardon. J'espère qu'il n'y a pas trop de médecins généralistes comme ça dans la salle, mais c'est pas normal que finalement sa recette, son salaire dépendent des actes qu'on fait, dont on est persuadé qu'ils ne sont pas forcément pertinents. Vous citez tous les exemples régionaux, plus il y a de privés, plus il y a de trucs, plus il y a d'actes. Donc ça, pas dire que le pays n'a pas les moyens de contrôler ça. De la même façon, je suis scandalisée, des dermatologues ne trouvent plus du tout, c'est des normaux. Ils font tous de la chirurgie esthétique, etc., du complément. Ça, l'État doit pouvoir, on a formé des gens pendant 10 ans, 12 ans, gratuitement, et on doit pouvoir imposer quand même. Qu'est-ce qui fait qu'on a peur? Tous les gouvernements, je ne sais pas. Et à un moment, il va falloir, je ne vais pas faire du dictateur, mais il va falloir quand même changer, parce que ce que veulent les gens, c'est effectivement du soin correct. On va dépenser plus, on vieillit en tout cas au moins pendant 30 ou 40 ans, et puis c'est très bien d'avoir ces nouvelles trucs, donc on ne va pas se restreindre. Oui, la santé, c'est un bien, et pour la plupart des gens, c'est bien plus que d'avoir une arme, des armes ici et là, la santé et l'éducation. Donc, dans votre analyse, qu'est-ce qui fait? Est-ce que les centres de santé qui font tellement, les médecins sont salariés, sont plus vertueux? Et qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à attaquer ce libéral un peu détestable parce que surconsommateur? Statistiquement, il y a une sorte de enfin, c'est bizarre, on a l'impression que la situation se polarise parce que il y a une lente érosion du pourcentage de médecins libéraux, en fait. Hein. Ils sont de moins en moins nombreux et les jeunes sont dans des proportions croissantes, veulent être salariés. Salariés ou en centre de santé. Après, deuxième remarque, moi je trouvais très édifiante la séquence récente avec la grève des médecins libéraux. Quand vous écoutiez les médias, il n'y a pas tellement de sons contraires à la plainte que c'est terrible, qu'ils n'ont plus assez d'argent pour vivre. Hein. Donc il y a quand même un soutien des médias qui est colossal. Après, troisième point, moi je suis assez sensible à l'importance. Je ne serais pas pour salarier tous les médecins, je ne suis pas d'accord. Donc moi j'avais été persécutée par les médecins à un moment donné où j'avais prôné le tiers payant et quelqu'un est venu me voir en disant « Vous avez raison, tous les médecins doivent être salariés ». Moi j'ai jamais dit ça. Je pense que la variété des personnalités, la façon dont les gens se comportent est très importante. Et notamment, là j'ai visité il n'y a pas longtemps un dispositif SECPA adossé à un CPTS, donc dans le 20e arrondissement de Paris. Pour moi, les initiatives et l'équipe qui porte ça, c'est très lié à leur statut libéral. En fait, je me suis dit, le fait d'être libre de faire ses choix et de mettre en place un projet et d'avoir cette marge de manœuvre, c'est aussi, l'exercice libéral, c'est effectivement pomper un maximum de fric pour pouvoir aller jouer au golf, mais c'est aussi ça. C'est aussi ça. Et donc, moi, je pense qu'un truc tout étatisé, on pourrait vraiment perdre des choses. Mais voilà, c'est mon avis. Bonjour, Thomas Siminovski, pneumologue. Vous dites qu'on ne peut pas tout contrôler. Probablement c'est vrai. Cela dit, on ne contrôle pas vraiment grand-chose. Et il y a un mot qui n'a été pas prononcé jusqu'à maintenant, c'est intelligence artificielle. Si vous avez une bronchite et que vous toussez,
et que vous allez voir un médecin en consultation, qu'il soit spécialiste ou généraliste, il y a de grandes chances que vous ressortiez avec une prescription d'un corticoïde inhalé pour soulager votre toux, qui n'est absolument pas dans l'AMM, qui a absolument été validé par rien, et la Solidarité nationale va rembourser sans sourciller une seule seconde. Or, le dossier du malade est informatisé, les remboursements par les caisses sont informatisés. Est-ce que, et on imagine très bien, une armée de médecins contrôleurs qui vient vérifier les trucs, c'est pas envisageable, mais est-ce que quand même, sur ces remboursements d'actes qui sont soit inutiles parce qu'il y en a déjà eu le même il y a 3 jours, comme disait Christine à l'instant, soit hors des clous de quand même cette réglementation pointilleuse qui est l'AMM, ne pourrait pas faire l'objet au minimum d'alerte, déjà, avant de punir, au minimum d'alerte, parce que c'est considérable. Alors, moi, je suis... Enfin, tous ces trucs-là, faut être méfiant, mais je suis d'accord, en fait. Je suis d'accord qu'il faudrait... Enfin, j'avais mentionné intelligence artificielle en disant il faut faire vraiment attention. Les algorithmes, c'est quand même... Enfin, il y a un type aux États-Unis qui était directeur de United Health, qui était une assurance qui, je pense, faisait des contrats Medicare Advantage, qui s'est fait assassiner à cause de ces algorithmes. Les algorithmes donc devaient être très bien au départ, puis après ils les ont orientés un peu pour refuser de plus en plus de soins. Donc c'est vraiment, enfin, il y a vraiment la question du contrôle citoyen pour le coup sur ces trucs-là, parce que on peut vraiment aboutir à des choses terribles. Enfin, moi, j'avais vu qu'il y avait l'idée de faire des robots pour des centres de prélèvement, pour des laboratoires d'analyse médicale. Enfin, il y a quand même, enfin, comme dit André, je me mets sous ton aile, il y a quand même le rapport humain au niveau du soin, c'est quelque chose d'important. Même si les médecins généralistes se comportent comme des robots contraires au principe de bonne prescription, un bon médecin généraliste va quand même discuter avec la personne, voir quel est le problème et peut-être voir qu'il y a autre chose que le rhume. Enfin, c'est ça qui est en cause quand même. Donc, moi, je serais tout à fait d'accord pour le flag automatisé qui serait mis à l'information du patient et à l'information du médecin, mais pour rester prudent d'aller au-delà. Oui, Bernard Audier, psychiatre. Je voudrais proposer une petite augmentation du périmètre du questionnement que vous nous proposez. Au fond, vous n'avez pas eu un mot pour parler de l'hypothèse d'une diminution, soit de la morbidité, soit du recours aux soins. Or, comme psychiatre, j'observe que parmi les éléments qui décident de la consommation de soins, il y a par exemple, pour les personnes isolées, le fait que l'isolement est un facteur de retard à la sortie, pour parler trivialement. Or, cet isolement, c'est une donnée sociale qui est une donnée qui évolue historiquement. Aujourd'hui, le temps de trajet domicile-travail continue à augmenter, comme il le fait depuis 50 ans. Et la mobilité géographique exigée par l'économie libérale conduit à une dilacération du tissu social. On observe tous que nos enfants sont plus loin qu'avant. Bon, mais si je me casse la jambe, je vais peut-être avoir moins de chances d'avoir un enfant qui m'aide pour rester à la maison. Donc, je trouve que il manque peut-être, comment dire, je suis surpris par l'absence de questionnement portant sur la morbidité. Je sais pas, j'ai lu ce bouquin extraordinaire, Le suicide de l'espèce, qui décrit la façon dont l'industrie agroalimentaire nous fait courir des risques sensationnels en matière de santé. Bon, c'est quand même un facteur de morbidité éventuellement surajouté. Et il y a cette question de la dilacération du tissu social qui induit des dépenses qu'on appelle de santé et qui en réalité sont plutôt des dépenses collatérales à la dilacération du tissu social. Bon, je vous trouve un peu injuste parce que je ne pouvais pas parler de tout, mais pour me défendre, j'ai sorti cette slide. Le truc qui compte, c'est produire de la santé. Effectivement, c'est pas du soin, c'est de la santé. On va s'arrêter là.
Un grand merci à Madame Dormont. Et je vais terminer juste, puisqu'on a beaucoup parlé de pertinence, en disant pour les urgentistes, ça s'appelle le juste soin. Et j'ai entendu Jean-François Delfrécy, pour la révision de la loi bioéthique, parler de sobriété en médecine. C'est des termes qui vont bien, et les uns et les autres. Un grand merci, Madame Dormont. Bonne soirée à tous. Un pot vous attend en haut.